Avant de commencer cet entretien, je voulais vous parler de Librinova qui sponsorise cet épisode. Librinova, c'est une plateforme et une agence qui accompagnent les auteurs et les autrices dans leurs projets d'écriture. Avec une vraie expérience de métier, l'équipe de Librinova a réussi à construire un réseau de plus de 100 maisons d'édition avec pour ambition première, publier autrement, rendre la publication d'un livre simple et, bien entendu, mettre les auteurs et les autrices au centre de tout. C'est la raison pour laquelle l'accompagnement et le conseil sont de vrais piliers dans cette démocratisation de l'édition. De l'écriture à la publication, en passant par la correction, l'impression ou la promotion, l'équipe est formée pour suivre le processus au plus près avec l'auteur et l'accompagner dans son projet quels que soient ses besoins. Pour ça, il existe différentes offres. On retrouve notamment un atelier d'écriture en ligne dispensé par des professionnels du secteur en 6 heures, pour aller au bout de l'écriture de son roman, ce qui semble être un bon point de départ. Le pack publication numérique, pour le publier en version numérique et le soumettre aux éditeurs plus simplement, ou encore le pack libraire, pour un format numérique et papier, et une distribution la plus large possible, toujours avec cet accompagnement maximum de la part de Librinova évidemment. Je précise que l'ensemble des services peuvent être pris à la carte ou regroupés dans des packs qui ont été pensés pour répondre aux besoins de tous, ce qui en fait d'ailleurs une très bonne idée cadeau si vous connaissez un proche qui écrit. Et si ça vous intéresse, Librinova a mis en place un code promo de 20 € valable pour tout achat de service sur le site à partir de 75 €. Ce code, c'est LAQUILLE20 à valoir jusqu'au 31 mars. Allez, à présent, place à l'entretien. Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, c'est le premier épisode de 2023, alors je vous souhaite évidemment une très bonne année, en compagnie de l'écrivain Philippe Besson, à l'occasion de la sortie de son nouveau roman « Ceci n'est pas un fait divers » aux éditions Julliard. En cette rentrée littéraire d'hiver, il revient avec le récit d'un fils qui ne vit plus chez ses parents, que la sœur appelle pour annoncer que leur père a tué leur mère. Tout le roman nous raconte l'après-féminicide, de la manière dont la famille explose, en passant par les conséquences concrètes ou encore par la difficulté de vivre pour ses proches dont on parle finalement très peu. Et avec Philippe Besson, on a justement parlé ensemble de l'histoire vraie qui a inspiré ce roman, de la notion de réparation pour ses victimes collatérales, mais aussi du moment où il sait que le mot est juste, ou encore de ses habitudes d'écriture. Je me permets de préciser que, comme ça arrive quelquefois dans La Quille, nous avons enregistré cet entretien dans un café. En toute logique, il y a un peu de bruit de fond, le son est parfois changeant, mais ça reste parfaitement audible. En tout cas, j'espère. Bonne écoute. Bonjour Philippe Besson. Bonjour. Alors je crois que pour parler de votre dernier roman, Ceci n'est pas un fait divers, on pourrait commencer par parler de sa genèse. En l'occurrence, ce livre est d'abord né d'une rencontre, je crois. Comment est-ce que l'idée, concrètement, elle a germé? Il y a une petite histoire, je crois. Oui, c'est qu'en fait, je rencontre un jeune homme un jour qui vient me voir dans une librairie parce qu'il aime mes livres. Et voilà, on entame une conversation et puis après, on entame une relation tout à fait amicale et affectueuse. Et au bout de quelques semaines, ce jeune homme finit par me dire « Il faut quand même que je te dise quelque chose, mon père a tué ma mère ». Et donc, ce qui n'est pas exactement anodin. Et surtout, c'est une phrase qui évidemment me jette dans une forme de stupéfaction, mais surtout de silence. Je me souviens, c'est de mon silence à ce moment-là, parce que il y a peu de phrases qui vous laissent sans réponse quand même quand quelqu'un vous annonce très mauvaise nouvelle le concernant, vous trouvez un mot de réconfort, quelque chose. Bon. Et là, j'ai même pas trouvé les mots de réconfort. Je me suis dit c'était absurde. Enfin, qu'est-ce que je pouvais dire, quoi. Et donc, je reste longtemps dans ce silence-là. Et puis finalement, quand même, la conversation reprend. Et il m'explique un peu les choses. Et je finis par lui dire mais pourquoi ne pas l'avoir dit avant ? Et plus tôt, ouais. Voilà. Et là, il me dit, mais parce qu'en fait, le féminicide, il dit pas le mot, mais disons-le nous, le féminicide emporte tout, et nous, on est à côté. Je me souviens de cette phrase, à côté. Et puis après, il dit, donc nous, il faut, famille, quoi, voilà, nous, la famille. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire et qu'est-ce qu'on aurait le droit de dire, d'une certaine manière, comme s'ils étaient assignés au silence, eux aussi, et comme si ils trouvaient pas les mots. Et donc là, il y a quelque chose qui s'éveille chez moi tout de suite parce que je me dis,
si quelqu'un se sent assigné au silence, peut-être que l'écrivain a un rôle à jouer, qui est de rompre ce silence-là et de mettre des mots à la place du silence. Donc ça commence comme ça. Et donc l'idée germe, je suis sûr, à ce moment-là. Et puis il se trouve que quelques semaines plus tard, je vois un reportage à la télé, dans le JT de France 2, sur justement des enfants dont la mère a été tuée par le père. Ils sont 3 à témoigner et l'une d'entre elles dit moi, un jour, les scellés qui avaient été posés sur la maison, parce que la maison était la scène de crime, ont été levés et j'ai pu rentrer à nouveau dans la maison. Et en fait, rentrant dans la maison, elle se rend compte que la scène de crime a été laissée intacte, que personne n'a songé à la nettoyer, ce qui peut paraître logique. Peut-être que c'est pas le rôle de la gendarmerie de nettoyer des scènes de crime, mais enfin bon. Et elle se trouve dans la situation d'avoir à nettoyer la scène de crime, elle. Et je me dis, mais c'est épouvantable en fait. Et à partir de là, je me dis, il faut quand même dire quelque chose de ces victimes silencieuses, ces victimes collatérales d'un féminicide. Et c'est comme ça que le livre arrive. Ouais, et c'est-à-dire que le socle narratif, pour vous, à la base, c'était l'après. C'est forcément l'après. C'est-à-dire que pour moi, le féminicide est le point de départ. Ouais. Et ce qui m'intéresse, évidemment, le féminicide en soi m'intéresse, bien sûr, mais je pense que je ne suis pas capable de le raconter, pour tout vous dire. Et en revanche, je crois capable, en tout cas, j'ai l'ambition et la volonté de raconter l'après et de raconter ceux qui sont à côté du féminicide, ceux qui en sont, encore une fois, les victimes collatérales. Ça m'intéresse profondément parce que je me dis, au fond, on n'y songe jamais. C'est vrai qu'on se dit, on ne pense pas qu'il y a des proches, des machins, des enfants, des parents. Et ceux-là, comment ils font pour gérer ce qui arrive après, en fait? On y pense, mais ils n'existent potentiellement pas vraiment dans notre esprit. Oui, absolument. D'ailleurs, en fait, c'est une chose aussi qui m'a frappé, c'est que, d'une manière générale, cette tragédie est souvent ramenée à une ligne dans un journal. On dit, voilà, il y a eu un féminicide. L'autre jour, je lisais ça. Un homme a tué de 30 coups de couteau sa femme à Charleville-Mézières. Et puis, la phrase d'après, c'est les courses hippiques. Bon, d'accord, très bien. Et où c'est une statistique dans un décompte morbide, parce qu'on vous dit il y a eu tant de féminicides l'année dernière. Justement, il y a eu 146 féminicides en 2022, selon le collectif Nous Toutes. C'est là où j'ai pioché l'info. Ce qui est juste, oui. Ce qui est, j'imagine, juste, mais c'était précisément pour s'éloigner de cette donnée statistique. Alors cette donnée, elle est fondamentale. Encore une fois, elle est fondamentale. Absolument indispensable qu'elle existe. Et il faut remercier, en tout cas, il faut dire que celles qui font ça font un travail indispensable. Mais le décompte, hélas, ne dit rien des vies dévastées, ne dit rien de ce qu'il y a après, justement. Et de cette parole. Et donc, du coup, il fallait, me semble-t-il, donner une dimension humaine à tout ça. Et je trouve que le roman, la fiction, c'est le siège de ça. C'est-à-dire qu'au fond, je suis convaincu que la fiction, le roman, ça donne à ressentir, à éprouver, parce que c'est l'endroit du sensible. Et je me suis dit, donc, il y a un rôle à jouer. Au fond, je me suis rendu compte que c'est peut-être en lisant le journal d'un condamné à mort d'Hugo que je comprends mieux les ressorts de la peine de mort, que c'est peut-être en lisant l'événement de Dany Erno que je comprends mieux les logiques et les ressorts des avortements clandestins, etc. Que peut-être c'est en lisant Chien blanc de Romain Gary que je comprends mieux le racisme aux États-Unis. Et donc, en fait, je me dis finalement, la fiction, elle a un rôle à jouer pour donner à voir, à ressentir, à éprouver ce qui se joue là, à cet instant. Et voilà pourquoi je me lance dans l'écriture. Est-ce que précisément pour écrire ce livre, il y a eu d'autres livres qui vous ont inspiré, qui vous ont... À propos des féminicides? Alors, pas de livre directement sur les violences conjugales parce qu'il n'y en a pas, ou très peu en fait. Donc j'ai lu la littérature sérieuse, c'est-à-dire les essais, les choses faites par les sociologues, par les philosophes, etc. Parce qu'il y a des choses qui ont été faites, mais qui relèvent effectivement d'une littérature sérieuse, studieuse, des études, on va dire. Mais il n'y a pas de texte, à ma connaissance, de littérature sur le sujet. Donc j'ai avancé à l'aveugle d'une certaine manière. Mais pas tant que ça, parce qu'il y avait, encore une fois, le secours de ce jeune homme, parce que je me suis beaucoup rapproché de lui pour essayer de comprendre ça, pour essayer d'être dans la justesse. Oui, il fallait être juste. Voilà. À partir de qui tout est parti. C'est ça. Okay. On l'a dit, vous prenez comme socle narratif l'après-événement, à travers la voix de ce fils qui a 19 ans de mémoire. L'après permet aussi de comprendre un peu l'avant. Qu'est-ce qu'il cherche, ce fils, au fond, dans l'enquête qu'il va mener, des explications, Oui, il cherche des explications. En aucun cas une justification, en aucun cas des excuses, parce que d'emblée,
il sait que c'est impardonnable. Il sait qu'il va pas chercher à justifier l'acte de son père ou je sais pas quoi. Au contraire, il est presque là pour l'accabler encore un peu plus. Mais je pense qu'il cherche des explications parce qu'il est d'emblée rongé par une forme de culpabilité. C'est-à-dire la culpabilité de celui qui se dit « mais pourquoi je n'ai rien vu, pourquoi je n'ai rien pu empêcher ?» Et donc chercher des explications, mener une enquête, mener des investigations, c'est une façon pour lui de tenter d'échapper à sa culpabilité ou de comprendre si au contraire justement il n'aurait pas fait ce qu'il aurait pu faire quelque chose en tout cas, voilà. Ouais. Mais il y a aussi, on parle de culpabilité, il y a une culpabilité qui est un peu commune, vous dites dans le livre, et j'avais besoin de comprendre si quelqu'un aurait pu empêcher l'irréparable, ou si nous avions été nombreux à avoir fait preuve d'une négligence blâmable, ou si nous avions tous été bernés de la même manière. Ça devient encore une affaire collective, et on peut imaginer que ça change tous les rapports du noyau social qui entoure ce... Oui, parce qu'au fond, vous vous dites, moi, le fils, j'ai pas vu que ma mère se délitait, j'ai pas vu qu'il y avait des coups donnés. Alors, il comprend après coup pourquoi il l'a pas vu, parce qu'elle s'est tue, parce que souvent les femmes qui sont victimes de violences conjugales se cachent, se taisent, cachent leurs blessures, leurs bleus, qu'elles ne disent rien. Elles ne disent rien par honte, parfois aussi pour protéger justement leurs propres enfants, puisque dans le livre, la jeune sœur de 13 ans, Léa, elle comprend qu'il se passe quelque chose, et sa mère, comprenant qu'elle a compris, lui dit « N'en parle pas à ton frère, on ne va pas l'embêter avec ça ». Une phrase absolument vertigineuse, on ne va pas l'embêter avec ça. Bon. Et puis par ailleurs, l'entourage peut percevoir des signaux faibles, mais sans être capable de les interpréter, parce que si vous voyez une femme avec un bleu, est-ce que vous pouvez penser éventuellement qu'elle est victime de violences conjugales, mais pensez aussi que c'est autre chose, et vous n'allez pas forcément débouler à la gendarmerie dans les 3 secondes pour dire, voyez, ma voisine a un bleu. Bon. Et les gendarmes, là aussi, sont parfois d'une maladresse ou d'une négligence coupable, parce que là, en l'occurrence, moi, mon héroïne, elle va déposer une main courante, et comme beaucoup de femmes qui le font, et d'abord, beaucoup de femmes ne le font pas, mais parmi celles qui le font, parmi celles qui le font, on ne tient pas forcément compte de ce qu'elles disent. Parce que un flic, un gendarme, un policier, c'est chargé de gérer l'ordre public. Donc il y a quelque chose de collectif. Donc les histoires individuelles, ça dépasse un peu. Et puis on se dit c'est une histoire intime. Donc on ne va pas rentrer dans une histoire intime. C'est terrible. Hein, Et donc du coup, elle se retrouve seule face à ça et personne autour ne voit vraiment rien. C'est-à-dire que si vous mettez tous les indices ensemble, comme le fait le fils après coup dans son enquête, tout prend sens. Mais ces indices isolément pris ne donnent rien, ne disent rien, ne racontent rien du drame invisible justement qui est en train de se produire. Qu'est-ce que ça raconte du père et puis d'un homme en général, le féminicide? Ça dit quoi? Oui, de cette figure. Est-ce que après avoir étudié la question, après y avoir réfléchi, j'imagine, est-ce que vous avez fini par cerner un peu des éléments de réflexion de ce que ça dit de lui? En fait, ça dit une chose très très simple, c'est que le féminicide, c'est un crime de propriétaire. C'est-à-dire qu'il faut arrêter avec la fable du crime passionnel sur laquelle on a vécu pendant des décennies, des siècles. Je rappelle quand même que le crime passionnel, c'est grosso modo dire il l'aimait tellement qu'il l'a tué. Si on se répète cette phrase dans la tête, on comprend à quel point c'est d'une absurdité absolue. Bon. Et donc, il l'aimait tellement qu'il l'a tué. Vous voyez, monsieur le juge, bon. C'était presque des circonstances atténuantes, vous voyez. Pauvre homme, quand même, il était tellement rongé par l'amour qu'il éprouvait pour sa femme que quand même, il faut comprendre, il a déjà tellement morflé. Bon, enfin, c'est effrayant. Bon. Donc c'est un crime de propriétaire. Ça dit quoi? Ça veut dire qu'en fait, parce que la majorité des féminicides arrivent au moment où l'épouse dit « je vais partir ». Elle annonce qu'elle s'en va. Ou le mari pressent qu'elle va partir. Et donc ça dit quoi? Ça dit que en fait, cet homme, ce mari, supporte pas que sa femme lui échappe, supporte pas que sa femme ait une vie en dehors de lui. Il la chosifie, elle est à lui, et donc elle ne peut pas exister sans lui. Donc c'est un crime de propriétaire, vraiment. Ça raconte ça. Et donc au-delà de ça, ça raconte évidemment une société du patriarcat et la domination masculine. On a bâti notre société occidentale, pas occidentale mais sur ça. Donc évidemment, c'est à nous de nous défaire, de nous déprendre de ce modèle dans lequel effectivement la femme était pas l'égale de l'homme et dépendait de lui. Je rappelle qu'il a fallu attendre le milieu des années 60 pour qu'elle puisse ouvrir un compte bancaire toute seule, la femme, dans notre pays. Bon. Donc on vient de là. Donc ça raconte ça, c'est donc aussi un fait de société. C'est pas qu'un fait divers, c'est un fait de société. Et en même temps, on peut espérer que les choses changent, puisque tout le grand mouvement MeToo et tout le travail formidable qui est fait par les associations, par les féministes, etc., fait qu'aujourd'hui, quand même, cette question-là, au moins, elle est posée. Avant, elle n'était même pas posée. Donc, au moins, elle est posée. On peut donc
espérer que les consciences vont s'éveiller un peu plus. Et que d'autres livres seront faits, pourquoi pas aussi. Oui. Les crises, ça a l'air d'être un carburant assez essentiel chez vous pour écrire des histoires, comme un carburant pour, je sais pas, pour traquer, pour analyser, pour décortiquer les réactions de l'homme en général face à ces situations de crise. Est-ce que je me trompe déjà ? Non, vous ne trompez pas. Moi, j'aime bien. C'est pas que j'aime bien, mais je trouve que ce qui est intéressant dans l'écriture, c'est d'aller chercher le moment où se produit un accident, un événement qui change la donne, qui modifie la trajectoire et qui vous oblige à vous positionner différemment, qui vous oblige à réfléchir et qui vous entraîne dans une succession de sentiments, parfois contradictoires, mais en tout cas que vous n'avez pas forcément éprouvé avant. Donc c'est vrai que souvent, je mets mes personnages, dans Paris-Briançon, je mettais des gens dans un train et puis je faisais dérailler le train. Vous voyez, il y avait un moment où c'était ça, je faisais un accident et donc du coup l'accident changeait absolument toute leur vie. Dans le dernier enfant, c'était un épisode qui peut paraître beaucoup plus anodin. C'était une femme qui voyait partir son dernier fils du domicile familial. Donc une chose qui arrive dans toutes les familles. Vous avez des enfants, ils s'en vont. Bon. Sauf que ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le syndrome du nid vide et que les mères, pour une partie, s'écroulent ou s'effondrent ou fondent dans une dépression quand tout d'un coup elles se retrouvent dans une maison totalement vide. Et moi, ça m'intéresse à ce changement de paradigme, quand quelque chose change et que donc ce sur quoi vous avez bâti vos certitudes s'effondre. Votre monde quotidien devient autre chose, est transformé. Je trouve que là, il y a de la place pour la littérature. Comment est-ce qu'on sait qu'on est au plus près de ce qu'on voulait dire, qu'on a le mot juste? Est-ce que c'est une affaire chez vous aussi de sonorité ou est-ce que le sens profond est votre seul objectif? Alors ça, c'est la chose la plus difficile, la justesse. Ouais. Et dans ce livre-là, Ceci n'est pas un fait divers, c'était une donnée fondamentale. Parce que là, pour le coup, vous ne pouvez pas ne pas être juste. Je ne sais pas si j'y suis, mais en tout cas, j'ai tenté de l'être. Oui, c'est l'enjeu. Beaucoup plus que dans les autres livres. Et là, bizarrement, la justesse dans Ceci n'est pas un fait divers, ça obligeait presque à désécrire ou à sous-écrire. C'est-à-dire que les faits en eux-mêmes sont tellement épouvantables, tragiques, que ce serait tragique d'en rajouter. Vous voyez, il fallait surtout pas être dans le pathos ou être dans la surenchère. Il fallait être en dessous. Donc il fallait choisir une écriture d'une très grande sobriété, d'une très grande nudité, et puis effectivement aller traquer un à un tous les sentiments successifs éprouvés par le narrateur, c'est-à-dire évidemment la stupéfaction, évidemment le chagrin, évidemment la culpabilité, évidemment la colère, évidemment la tentative de s'en sortir, la résilience. Bon. Donc moi j'essaie de traquer ça. Vous ne savez jamais si vous êtes juste, vous l'espérez. Après, oui, je trouve qu'il y a une question de sonorité. J'aime bien que vous disiez ça. J'aime bien l'idée qu'on entend que c'est juste, comme une musique. C'est-à-dire on entend s'il y a une fausse note ou pas. Alors on peut se tromper, mais en tout cas, moi, je traque les fausses notes. J'essaie de faire que la mélodie soit juste. Et d'ailleurs, la sonorité précède le sens, d'une certaine manière, je pense. Mais vous ne savez jamais si vous l'êtes. Mais en tout cas, c'est ce que vous traquez, fondamentalement. Alors, l'émotion, c'était un vecteur capital chez vous pour faire passer vos messages, si bien qu'on vous attribue souvent ce qualificatif de romancier du sensible, de l'émotion. Mais ça me va, oui. Alors ça vous va, mais comme on est en France, quoi qu'il en soit, on aime les étiquettes. Est-ce qu'il y en a un de qualificatif que vous avez un peu théorisé dans votre œuvre et que vous aimeriez qu'on vous appose un adjectif, une étiquette que personne ou presque vous a jamais encore apposé et qui vous semblerait aussi juste? Alors, pendant longtemps, j'aurais dit que j'avais une obsession qui était celle de parler de l'absence, parler de ceux qui ne sont plus là, soit parce qu'ils sont partis d'eux-mêmes, soit parce que la vie les a fauchés, enfin la mort les a fauchés. J'ai beaucoup écrit sur ça, autour de ça, de comment on doit se résoudre à l'absence, aux adieux, comment on doit faire sans ceux qu'on a aimés. Sans doute parce que j'appartiens à une génération, moi je suis né en 67, donc j'ai eu 18 ans en 85, au milieu des années 80, donc beaucoup de mes amis qui avaient 18 ans en même temps que moi n'ont jamais eu 25 ans, donc ça vous, comment dirais-je, ça vous forge. Je serais né à une autre époque, peut-être ce ne serait pas la même chose, mais il se trouve que voilà, beaucoup des gens que j'ai aimés ont disparu, et pendant longtemps, la seule possibilité que j'avais de leur parler, c'était d'aller sur leur tombe. Et donc, il y a un moment, je me suis rendu compte que finalement, je pouvais écrire des livres plutôt que d'aller dans les cimetières. Et donc, j'ai beaucoup écrit sur ça. Donc, je me suis
sans doute défini longtemps comme ça, comme un écrivain de l'absence, quelqu'un qui traquait l'absence, qui s'intéressait à ça. Et quand j'ai écrit un livre qui s'appelle Arrête avec tes mensonges il y a 5-6 ans, où je parlais d'un amour de jeunesse comme ça, ce livre je l'ai écrit parce qu'un jour j'apprends que cet homme s'est tué. Et je me suis dit, c'est pas possible que sa vie ait été vécue pour rien, que cette vie ait été perdue. Et donc, je me suis rendu compte qu'au fond, j'avais envie de réparer quelque chose. Cette idée de la réparation est devenue une sorte de moteur, je sais pas comment dire, mais oui, l'idée de réparer quelque chose. Et peut-être que dans le dernier livre, dans Ceci n'est pas un vieillard, il y a ça aussi, l'idée de réparer quelque chose. Peut-être que j'aurais aimé qu'on me décrive comme l'écrivain de l'absence, et puis si on me décrit aujourd'hui comme l'écrivain de la réparation, ça me va pas mal. Voilà. Okay. Voilà. Mais ça arrive bizarrement, c'est pas conscient, je veux dire par là que c'est pas volontaire, ouais, je l'ai pas cherché. Je veux dire que, vous savez ça, quand on écrit, il y a des choses qui s'imposent à nous. Ça veut dire que on fait pas le malin, on décide beaucoup moins de choses qu'on ne le croit. Et c'est avec le recul du temps qu'on découvre ses obsessions, ses propres obsessions. C'est-à-dire, par exemple, pour revenir à cette question de l'absence, c'est parce que je me suis mis à écrire des livres et que beaucoup de ces livres parlent de ça, que je me suis rendu compte que ça me hantait à ce point-là. Je m'étais dit, je m'y suis fait à mes absents, je sais faire avec les disparus dans ma vie personnelle. J'avais l'impression que je savais faire. Je n'étais pas submergé par la tristesse, je pensais à eux et je me disais, quand même, j'ai réussi à surmonter ça, c'est bien, voilà, bon. Et en fait, à force d'écrire des livres sur le sujet, je me suis dit que j'avais pas dû surmonter grand-chose quand même, bon. Parce que je ne suis pas allé voir un psy, donc peut-être qu'un psy m'aurait dit, mais mon vieux, vous n'avez pas du tout digéré les trucs. Bon, faites attention à ça. Voilà, mais c'est en écrivant les livres qu'on se rend compte des choses. Ça arrive après et pas avant, bizarre, en tout cas chez moi. C'est pas volontaire. Je suis pas dit, je vais faire ça. C'est après coup que je me suis dit, ah oui, j'ai fait ça en fait. Être écrivain, c'est d'abord être un lecteur pour vous ou pas? Vous voulez dire un lecteur des autres? Quel lecteur vous êtes? Oui, en tout cas, moi, je lis beaucoup et j'ai beaucoup lu. Après, je n'arrive pas à savoir si ce que j'ai lu, j'en suis tellement imprégné que forcément ça touche mon écriture, mais c'est possible. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai beaucoup lu Duras et chez qui justement la sonorité précède souvent le sens. On entend quelque chose avant de le comprendre chez Duras. Il y a un staccato, il y a une façon d'asséner chez Duras qui me plaît. Et je pense que involontairement, ça m'a tellement imprégné que ça figure quelque part dans mes livres, j'imagine. J'ai tellement aimé lire Guibert, plus le Guibert du début des années 80 que celui du sida, Hervé Guibert dans les années 80, que sans doute cette écriture nue, cette écriture blanche, et cette fausse douceur qu'il y a chez Guibert, cette façon de raconter les choses comme si de rien n'était. En fait, il vous raconte des trucs terribles. Ça m'a imprégné aussi. Dans un genre un peu différent, l'écriture de Sagan, où là aussi vous avez cette espèce de légèreté, vous avez l'impression que tout est léger, tout est du champagne, et quand vous regardez en réalité, c'est épouvantable ce qu'elle raconte. Ouais. Tout le monde vous dit bonjour tristesse, c'est charmant comme petit livre. C'est juste une horreur ce livre. Donc c'est une tragédie quand même. Bon. Ouais. Et donc j'aime ça. Je me suis rendu compte que ce genre d'écriture-là, sans le vouloir, m'ont forcément influencé. Voilà. Donc après, je lis des choses qui n'ont strictement aucun rapport avec mon univers, avec mon écriture, et que j'aime profondément. Et je lis beaucoup mes contemporains. Ouais. Je trouve que pour le coup, il y a une littérature contemporaine extrêmement vivante, extrêmement riche, extrêmement intéressante, contrairement à tout ce qu'on dit. Donc non, oui, je lis mes contemporains, bien sûr, oui. Alors, bon, j'aurais dû le préciser au départ, je pense, mais on est dans un café, dans un bar d'hôtel plus précisément. Il y a de la musique, il y a du bruit, il y a des gens qui parlent. Est-ce que c'est un lieu de travail qui vous est familier, le café? Alors en tout cas, c'est un lieu où je vais souvent et c'est un lieu où j'ai beaucoup écrit et curieusement, à un moment de ma vie, j'ai vécu beaucoup à Los Angeles, en Californie, et il y avait un lieu qui s'appelle le Joey's Café, au croisement de Santa Monica Boulevard et de Switzer Avenue, qui n'était pas loin de l'endroit où j'habitais, voilà, où je suis allé écrire tous les jours pendant des mois. Donc j'ai pris l'habitude d'écrire dans les cafés là-bas, mais parce que curieusement, là-bas, les paroles autour étaient un brouhaha, parce que même si je me débrouille pas trop mal en anglais, c'est pas ma langue. Ouais. Et donc, comme c'est pas ma langue originelle, ça apparaissait comme un brouhaha et je pouvais écrire dans ce brouhaha. C'est un peu plus compliqué en français, parce que du coup, dans un café français, parce que du coup, les mots peuvent me percuter, déranger mon écriture, mais j'aime bien ça néanmoins. J'aime bien ce désordre un peu familier du café. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il
faut avoir, qu'il faut s'organiser, des habitudes d'écriture pour être pleinement au travail, ou alors est-ce que vous faites partie des écrivains qui n'ont absolument pas sacralisé l'acte d'écrire? En tout cas, je n'ai pas d'habitude ou de routine d'écrivain. J'ai pas besoin d'un lieu particulier, j'ai pas besoin pas du tout. J'ai pas besoin d'horaire particulier. J'écris pas mieux le matin ou l'après-midi. Enfin, j'en sais rien, je crois pas. En revanche, ce que je sais, c'est que quand je suis dans l'écriture du livre, c'est obsessionnel. C'est-à-dire, je ne pense plus qu'à ça et j'ai du mal à non pas à m'en extirper, parce qu'une fois que j'ai fini ma page et que je vais retrouver la vie normale, j'y arrive. Mais au sens, le livre s'écrit alors même que je l'écris pas. Le livre s'écrit alors que je suis en train de dîner avec des amis. Le livre s'écrit alors que je trouve pas le sommeil la nuit, alors que je suis pas devant mon ordinateur. Bon. Donc le livre s'écrit tout le temps. Quand j'ai commencé à écrire un livre, il s'écrit tout le temps. Et il s'est même écrit avant de s'écrire. C'est-à-dire que j'ai pensé à lui avant de savoir que j'allais l'écrire. Il vient de loin souvent, le livre. Donc, mais après, oui, ça peut être un peu obsédant. Et puis il y a la seule chose que j'ai comprise avec le temps, parce que ça fait plus de 20 ans que j'écris, c'est que ça ne sert à rien de forcer la phrase. C'est-à-dire que quand vous êtes devant l'ordinateur et ça ne vient pas, ça ne vient pas. Puis ça ne sert à rien on arrête, on s'arrête, on s'en va, ça ne sert à rien, il faut partir. Si vous forcez la phrase, quand vous la relisez le lendemain, vous voyez à quel point elle est forcée. Et donc vous la détruisez. Donc autant pas l'écrire si c'est pour une phrase le lendemain. Bon. Donc là, j'ai appris ça. Et de la même manière, j'ai appris que quand ça vient, il ne faut pas lâcher le truc. Ça ramène à cette histoire de musique. C'est-à-dire, tout d'un coup, quand vous êtes dans une espèce d'élan musical, vous avez tellement peur de perdre la note qu'il faut continuer. Alors ça peut être un peu épuisant parce que ça peut durer des heures, mais là, je sais ça. Je sais qu'il ne faut pas lâcher le truc. Donc il faut lâcher l'affaire quand ça ne vient pas, il ne faut pas lâcher l'affaire quand ça vient. Oui, c'est un vrai travail pour le coup. Pour le coup, oui. On en a brièvement parlé, mais il y a un de vos romans récents, 2017, je crois, Arrête avec tes mensonges. Oui. Qui est un roman d'inspiration autobiographique, qui est adapté à la fois au théâtre et au cinéma. Je ne sais pas la date, c'est pour ça que j'ai... 22 février. 22 février. Je ne sais pas si vous avez d'autres projets de ce type dans la fouillette, mais maintenant, il y a une vraie porosité entre les genres. Est-ce qu'il vous arrive d'écrire un livre en l'imaginant à l'écran, sur une BD, dans une BD, sur une scène Non, je l'imagine jamais quand j'écris, mais j'en rêve. Je veux dire au sens. Okay. Il y a une vraie distinction, oui. Jamais je pense à ça. Je me dis pas ça va devenir un film, ou j'écris ça en pensant que ça pourrait devenir un film, et donc j'écris mes trucs comme si c'était une scène ou je sais pas quoi, ou une séquence. Pas du tout. En revanche, j'adore l'idée qu'un livre ait plusieurs vies. J'adore l'idée que vous écrivez un livre et que donc les gens vont le lire, vous l'avez écrit dans le silence, et eux aussi vont le lire dans le silence et dans la solitude, et ils vont se fabriquer des images mentales auxquelles vous n'avez pas accès, vous ne savez pas ce qu'ils ont pensé au moment où ils l'ont fait, vous ne savez pas la réaction qu'ils ont, parce que autant dans une salle de théâtre et de cinéma, vous avez les applaudissements, vous avez la respiration, vous comprenez ce qui se passe, mais vous ne savez pas du tout comment vos lecteurs réagissent. Bon, j'aime bien ça. Mais après, quand ça devient justement une pièce de théâtre, quand ça devient un film, tout d'un coup, il y a une sonorité qu'il n'y a pas dans le livre, il y a une incarnation qu'il n'y a pas dans le livre, il y a une autre interprétation de ce que vous avez écrit, et ça c'est formidable, parce que moi j'ai aucun problème avec la dépossession. Je trouve qu'un livre, ça ne nous appartient pas à partir du moment où on le publie. Enfin, je veux dire, publier un livre, c'est le rendre public, donc on le perd. Tout d'un coup, il appartient à ceux qui le lisent. Ça ne sert à rien de... Si on veut le garder, on ne le publie pas. Vous voyez, c'est un truc aussi bête que ça. Bon. Logique, mais vrai, si on le publie, on accepte de le perdre. Et donc moi, je me dis... c'est bien que des gens ils collent leurs propres obsessions. Je me souviens quand Chéreau, il y a longtemps, avait adapté un de mes livres qui s'appelle Son frère. Il m'a dit, en fait, moi, je le dis parce qu'il l'a dit publiquement, sinon je ne le dirais pas, mais il dit, en fait, moi, je veux rendre hommage à mes morts à moi. Donc, il voulait parler d'Hervé Guibert et de Bernard-Marie Coltès, et des corps de Guibert et de Coltès sur la fin. Bon. Et donc, ça m'a intéressé de voir que c'était ses névroses à lui et c'était ses obsessions à lui qu'il mettait dans son film, qui n'était évidemment pas du tout dans mon livre. Et donc ça m'intéresse quand tout d'un coup un autre créateur s'empare de ce que vous avez fait et il met ses obsessions, ses névroses, ses désirs, ses envies, ses regrets, ses remords, tout ce que vous voulez, et parce que ça devient autre chose. Ça veut aussi dire que vous leur laissez la place. Mais moi, livres sont relativement universels. Non, mais il faut laisser toute la place. Enfin, il n'y a rien de pire que de vouloir tout garder, parce qu'à ce moment-là, d'abord parce que les films sont jamais des copier-coller des livres, et puis surtout,
on est les plus mal placés parfois pour se séparer des choses. Or, il faut justement les abandonner vraiment, il faut les laisser à un autre. Alors après, on peut ne pas être content du résultat. C'est une autre. Voilà, mais bon, après, ça ne dépend que de nous de ne pas être content du résultat. Je veux dire par là qu'il ne faut pas venir se plaindre. Ouais. Personne ne nous a obligés à vendre les droits de nos livres. Donc, si vous les vendez, vous acceptez que quelqu'un en fasse ce qu'il veut. Et ben moi, ça ne me gêne pas du tout. Au contraire, ça me plaît que... voilà. Et au théâtre, c'est pareil. Là, Arrête avec ces mensonges, je joue au Théâtre de la Tempête. C'est une interprétation que j'aurais pas imaginé moi de mon travail, parce que j'ai déjà vu la pièce, et quand je l'ai vue j'ai été bousculé, parce que je me dis ah bon, c'est comme ça. Il y avait même une autre interprétation d'Arrête avec tes mensonges au théâtre, et j'ai été joué, j'ai trouvé ça d'ailleurs génial. Je savais pas, parce que quand je suis allé voir la pièce, je savais pas ce qu'ils avaient fait. Okay. L'acteur qui me jouait était un acteur noir. Et je me suis dit que c'était hyper intéressant pour plein de raisons, mais je n'aurais pas imaginé ça. Et donc c'est vrai que j'aime bien l'idée que quelqu'un s'empare de ça et que lui il se dise ce que je veux montrer c'est ça, et parce que ça dit quelque chose de lui, pas de moi. Voilà. Je vais vous poser la dernière question que je pose à tous mes invités, à toutes mes invitées. Est-ce que vous avez plusieurs coups de cœur culturels à nous partager? Alors, j'ai envie de vous parler d'un livre que j'ai lu il y a très très peu de temps, qui est un livre de la rentrée littéraire de janvier 2023, et qui est le livre de Marie-Hélène Lafon, Les Sources. Chez Buchet-Chastel. Voilà, absolument. C'est un livre qui m'a... alors, j'aime beaucoup le travail de Marie-Hélène Lafon d'une manière générale. Sauf qu'on a commencé ensemble, Marie-Hélène et moi, en 2001. On était tous les deux les invités du festival du premier roman de Chambéry. Je me souviens que dans notre promo, il y avait Marie-Hélène Lafon, il y avait Delphine de Vigan, il y avait Laurent Godet, il y avait Véronique Olmy. Que des inconnus. C'était plutôt une bonne promotion, on va dire. C'est la promotion 2001. Et donc, je suis son travail depuis ce temps-là. Et je trouve que j'aime beaucoup son écriture, qui est une écriture minérale, qui est une écriture très ancrée dans la géographie, sa géographie qui est celle du Cantal, la Santoire, etc. Bon. Et là, elle va au bout de ça, si je puis dire, et elle raconte une histoire, à mon avis, qui lui est assez proche, même si elle ne le dit pas aussi clairement que je suis en train de le dire, qui est une histoire en fait de couple dans une ferme au début des années 60. Ces gens ont 3 enfants, 2 filles et un fils, et la femme est victime de violences conjugales. Et elle écrit ça avec une économie de mots, avec justement une minéralité, en racontant les paysages autour, en parlant des gestes de cette femme qui va décrocher le linge, etc. Et je trouve que c'est un travail absolument formidable, parce que tout est suggéré, tout est implicite, et tout est compris par le lecteur. Et elle dit la violence et la brutalité avec une économie de mots que je trouve absolument formidable. Voilà, je trouve qu'elle a fait un très grand livre, alors que, vous voyez, c'est un livre qui doit faire 100 pages. Ils sont souvent petits. Mais voilà, ça dit quelque chose aussi. On peut faire des très grands livres qui font 100 pages. Voilà. Merci beaucoup, Philippe. Merci à vous. Et bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve évidemment la semaine prochaine avec une nouvelle invitée ou un nouvel invité pour parler culture. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à vous abonner aux réseaux sociaux de la quille, notamment Instagram, et puis en parler autour de vous, tout simplement. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.